Il y a des gens, ils vont gagner 20 000 euros par mois, ils veulent en dépenser 22, et donc ils vont toujours se dire j'ai pas assez. Parce que je pense en vrai, tu vois, le truc qui se passe, c'est que ton niveau d'envie, il augmente avec tes revenus. Moi, il y a des gens que j'ai déjà frustrés en disant je pense que tu as un problème avec ta gestion d'argent, ils s'énervent. Parce que déjà, l'argent est tabou, alors plus quand tu leur dis que tu sais pas le gérer, ça les énerve. C'est pas pour catégoriser, mais c'était une personne en surpoids et qui fait vraiment rien de ses journées, tu vois. Mais c'est vraiment le cas typique. C'est-à-dire que la dame, à l'âge, je crois, de 40 ans, elle a jamais travaillé de sa vie. Et elle était presque offusquée quand Karim, le marchand, lui a dit il y a un moment, il faut peut-être bouger ton cul, tu vois. On peut peut-être donner 3 idées de business et de sources de revenus alternatives qu'on peut créer. Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de comment épargner minimum 40% de ses revenus. Parce que souvent, on se dit que on gagne pas assez d'argent pour pouvoir épargner. Et que à la fin du mois, on n'arrive pas à joindre spécialement les deux bouts, etc. Or, je pense que l'épargne, c'est la première étape vers une forme finalement de sérénité financière, parce qu'on parle toujours de liberté financière, d'investissement, etc. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de la sérénité. De se dire, demain, j'ai un problème, je peux régler ce problème parce que j'ai les finances pour y pallier. Je donne un exemple. Demain, j'ai ma voiture qui lâche. Est-ce que je suis capable de racheter tout de suite une voiture ? Ou est-ce que je dois aller faire un crédit ? Tu vois ? Et on sait que l'argent appelle l'argent. Parce que si demain, ma voiture lâche, j'ai l'argent cash sur mon compte pour aller racheter une nouvelle voiture, je vais pouvoir analyser le marché, prendre le temps, entre guillemets, et puis, boum, je me positionne. Demain, je dois faire un crédit, c'est plus la même chose. Parce que je dois encore avoir l'approbation de quelqu'un qui va me donner son accord. Et donc, ça veut dire que je vais me retrouver dans une situation où je vais voir une voiture, tiens, elle me plaît, je mets une option dessus, je fais la demande à la banque, j'ai mon crédit, je suis demandeur, tu vois, je suis pas en position de contrôle. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on voit ensemble 4 étapes plus un point bonus qui vont permettre d'épargner minimum 40% de ses revenus. Mais c'est vrai que, on va dire qu'on est dans un monde avec énormément d'inflation, que la vie est chère et que tout est difficile. Et je pense que c'est vrai, mais finalement, c'est pas une option de pouvoir épargner. Toi, c'est quoi ton avis, ta position par rapport à l'inflation, Antoine ? Est-ce que... comment tu perçois les choses par rapport à ça ? Je pense que ce serait une bêtise de dire que avec l'inflation, on peut plus économiser ou mettre de côté. De toute façon, il faut d'abord... Excuse-moi de te couper, mais... Qu'est-ce que l'inflation ? Ouais, voilà. Qu'est-ce que l'inflation ? Je peux donner un cours rapide. L'augmentation de la masse monétaire. Exactement. Finalement, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui amène à une destruction du pouvoir d'achat. Parce qu'avec la même quantité d'argent, tu ne peux plus avoir la même quantité de biens ou de services. Produits ou de services. Donc, un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez 1 000 euros. Dans 5 ans, même dans 1 an, avec vos 1 000 euros, vous ne pourrez plus acheter 1000 kilos une tonne de pommes de terre, par exemple. Dans 5 ans, avec vos 1 000 euros, vous pourrez acheter 600 kilos de pommes de terre. Donc ça veut dire vraiment, le pouvoir d'achat, il s'effrite. Et donc c'est important, justement, de pouvoir épargner. Après, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on va faire de cette épargne et comment on va l'utiliser. Et ça, je vous renvoie à la vidéo qu'on a tournée précédemment, dans laquelle on expliquait comment préparer aujourd'hui sa retraite. Parce que finalement, il faut épargner pour ça. Mais tu vois, je trouve que l'inflation, c'est quand même un truc de fou et on a tendance à râler, à se retourner contre l'État, à dire oui, la société, elle est comme si, on se fait baiser, tout coûte de plus en plus cher, on peut plus rien payer, etc. D'accord, c'est un fait, mais finalement, at the end of the day, qu'est-ce qu'on fait ? Soit, comme dirait mon entrepreneur, soit on s'assoit et on pleure, soit on se bouge les couilles et on fait quelque chose. Et donc... C'est quoi, toi, ta position sur l'inflation ? En plus, je sais que tu connais des gens qui sont dans les gilets jaunes, tu en avais déjà parlé, etc. Ouais, j'ai des amis très Est-ce actifs. que finalement, c'est une solution d'essayer de faire bouger l'État, de faire changer les choses, sachant que c'est de l'économie ? Ou au final, il faut prendre sa vie en main, prendre ses responsabilités. Je pense que tu as deux gros leviers. Le premier, c'est de se dire, comme tu l'as dit, l'État nous baise. Donc on va aller se révolter.
on va essayer de faire changer la façon dont l'État nous dirige et le pouvoir d'achat, etc. Après, c'est même pas, tu vois, c'est même pas tellement l'État, parce qu'en fait, c'est vraiment la masse monétaire. Non, ça vient de la banque centrale. C'est le problème au niveau des banques centrales qui augmentent les taux, qui est tout. Et nous, on est un peu les pigeons des banques centrales, celles qui organisent tout. Mais du coup, par rapport à ce problème de système, on va dire plus global, on va râler, et on va essayer de faire changer ce système. Chose qui est très compliquée à faire. La dernière fois qu'on a voulu changer un système, il a fallu couper les têtes. Donc bon, on va essayer d'éviter. Ou bien, j'accepte moi, en tant que consommateur, d'essayer d'augmenter moi-même mon pouvoir d'achat en épargnant plus. Je pense que c'est un levier sur lequel tu peux agir un peu plus facilement que de faire bouger les choses au niveau du système. Donc moi, je pencherai plus sur cette chose-là. Après, effectivement, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités au niveau de l'épargne. Quoi qu'on en dise, il y a des gens qui ont quand même moins de facilité. Je pense que j'ai quand même plus de possibilités, sachant que je vis seul déjà dans un premier temps. Mais je pense qu'effectivement, tu peux réduire tes consommations dans un premier temps, ou voir un peu comment tu dépenses, etc. Et essayer de baisser effectivement. Toi, tu connais des gens qui se plaignent et qui disent qu'ils sont incapables d'épargner. Moi, j'ai déjà entendu ça énormément de fois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, je gagne pas assez, je peux pas épargner. À la fin du mois, j'arrive pas au bout. » Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont réellement victimes de ça. Je pense qu'il y a des gens qui se foutent de ma gueule, ou de la gueule, ou de la gueule de beaucoup de gens. Parce que moi, quand tu me dis « Putain, je sais pas mettre de l'argent de côté, que tu viens d'acheter le dernier iPhone », il y a un moment, c'est pas une question d'épargne, c'est une question de priorité. Parce qu'on n'en parle pas assez. Mais épargner, c'est bien placer ses priorités. Il y a des priorités qui sont plus importantes que d'autres, tu vois. Moi, avoir le dernier iPhone, j'en ai rien à foutre. Je préfère... Tu vas en avoir besoin, non ? Ouais, mais bon, je préfère à la rigueur mettre plus d'argent dans de la nourriture et manger plus sainement. Qu'Antoine a cassé son téléphone qu'il avait depuis un an. Tous les téléphones que j'ai eu dans ma vie, je les ai cassés ou je les ai perdus, comme ça on sait. D'où le fait que j'achète jamais un téléphone à plus de 59 €. Donc vous pouvez pas toujours me joindre partout parce que bon, la technologie ne veut pas que... Mais je pense que c'est une question de priorité avant tout. Tu vois, il faut savoir où placer tes priorités financières en fonction des priorités que tu as ou que tu t'imposes, ben, tu pourras épargner plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le système de consommation fait que tu as envie de consommer et c'est facile de dire que tu n'as pas la possibilité d'épargner plus parce que tu es victime de la consommation. En fait, c'est juste ça le problème. Exactement, parce que moi, je vois des gens qui gagnent nettement moins d'argent que moi et pourtant... qui ont le dernier téléphone à la mode, qui ont des vêtements dans des quantités astronomiques. La Play 5, tu vois, qui ont peut-être la dernière PlayStation 5 ou autre, et puis qui te disent, en fait, je sais pas épargner. Si les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça, tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais par contre, si à la fin de la journée, tu te plains de « Ah ouais, mais de toute façon, on gagne pas assez, on sait... » Tu vois, et je pense, quels que soient les revenus que tu gagnes, parce que même tu gagnes 1 200 par mois, tu peux épargner 50 €. C'est déjà en fait ce process d'épargne de, ok, quoi qu'il arrive, j'épargne une quantité. Voilà, après bon, si t'es à découvert, là on peut plus rien faire pour toi, tu vois. Non, mais parce que ça, faut être sérieux, tu vois, il y a des gens, et avant d'avoir touché leur nouveau salaire, mais ils ont déjà plus d'argent, tu vois. Donc ils ont une carte de crédit ou un compte où ils vont en négatif. À ce moment-là, c'est vraiment compliqué. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas maîtriser. Parce qu'il y a des gens, même en Europe, qui vivent avec 1 000 € par mois. Ils y arrivent, tu vois. Peut-être ils travaillent, admettons, tu vois, dans des métiers non déclarés, ils n'ont même pas de compte en banque, etc. Mais tu vois, ils sont encore en vie le jour d'après. Donc, ça veut dire que c'est possible. Alors, évidemment, ça ne va pas être facile. Mais... en vrai, c'est à chaque niveau, je pense, que la question, elle se pose. Parce que même si tu gagnes 5 000 € par mois, tu gagnes 10, 15, 20 000, il y a des gens, ils vont gagner 20 000 € par mois, ils veulent en dépenser 22. Et donc, ils vont toujours se dire, j'ai pas assez. Parce que je pense, en vrai, tu vois, le truc qui se passe, c'est que ton niveau d'envie, il augmente avec tes revenus. Il faut être capable de restreindre ça. Puis je pense qu'il y a une question de psychologie aussi. Enfin, je connaissais une dame qui avait reçu un héritage d'une famille qui avait énormément d'argent, c'était limite, elle vivait pas dans un château. Aujourd'hui, elle doit passer par une personne qui gère son argent à sa place parce qu'elle sait pas gérer son argent. On parle de gérer de l'argent. Donc elle a une incapacité à gérer de l'argent. C'est pas qu'elle gagne pas assez, c'est qu'elle est incapable de gérer de l'argent. Et il y a des gens moi, il y a des gens que j'ai déjà frustrés en disant, je pense que tu as un problème avec ta gestion d'argent. Ils s'énervent parce que déjà l'argent est tabou. Alors plus quand tu leur dis que tu sais pas le gérer, ça les énerve. Mais si tu sors tous les week-ends, rien que ça, hein, sortir tous les week-ends, boire un verre. Enfin voilà, je suis sorti ce week-end. C'est un coup, les gars, on se rend pas compte, mais
50 € la soirée, tu fais ça 4 fois par mois, c'est quand même de l'argent. Donc je pense que c'est un placement des priorités au niveau des dépenses qui est important. Ouais, et ça dépend. Ça dépend. En fait, ça dépend toujours de tes revenus. Parce que tu peux te permettre de dépenser 50 € tous les week-ends si pour toi ça ne représente rien. C'est OK. Mais si par rapport à tes revenus ça représente beaucoup, à ce moment-là, effectivement, c'est compliqué. Moi, tu sais, j'ai commencé à sortir beaucoup moins. Déjà quand j'ai eu beaucoup d'histoires. Mais la deuxième chose, c'est quand j'ai commencé à investir en bourse. Parce que je commençais à me dire, l'argent que je dépense là, je peux le mettre en bourse. Donc l'argent que je dépense là en biens instantanés, en plaisir instantané, peut à long terme fructifier et me rapporter le triple, voire le quadruple de la somme que j'ai investie de base, tu vois. Mais parce que je suis commencé à rentrer dans ce système d'argent, je commence à réfléchir à l'argent, ce que l'argent peut générer de lui-même, etc., tu vois. Et je pense que c'est aussi là, du coup, intéressant d'investir dans de la connaissance, tu vois. La connaissance financière que tu acquiers va te permettre de voir les choses différemment au niveau de l'argent. Et voilà. Tu connais l'expérience du marshmallow ? Pas du tout, je t'avoue que non. En fait, c'est intéressant, c'est une expérience qui a été menée, on mettra sous la vidéo en quelle date, etc. Parce que je sais qu'on a des historiens qui nous suivent. Ouais, ils veulent des dates extra. Ils veulent qu'on soit précis. qui ont besoin d'avoir... Est-ce qu'il faut qu'on définisse ce que c'est un marshmallow qui ont besoin d'avoir des dates. Mais en vrai, l'expérience, c'est quoi ? C'est on met des enfants dans une pièce, on leur met un marshmallow devant eux, et puis on leur dit, OK, si... Des jeunes enfants. Si, après un temps qui a été déterminé, je reviens et vous n'avez pas mangé le marshmallow, vous en avez 2. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un certain nombre d'entre eux qui le mangent, qui du coup n'ont jamais le deuxième, et tu as une certaine quantité des enfants qui sont là, qui le gardent, et donc ils obtiennent le deuxième. C'est une façon d'investir, c'est une sorte d'investissement. Attends, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris ces enfants des années plus tard. Et en fait, on a remarqué que ceux qui étaient capables d'attendre ont dans la vie obtenu de meilleurs résultats d'un point de vue professionnel et d'un point de vue financier que ceux qui n'étaient pas capables d'attendre. Mm-hmm. Et donc ça te montre en fait le concept de ce qu'on appelle la gratification différée. Tu as la gratification immédiate, on met un marshmallow devant moi, je le mange tout de suite. Mm-hmm. Et tu as la gratification différée. OK, il est là, pas de problème, j'attends, je gère. Et après j'aurai un deuxième. Puis j'en aurai 2 du coup. Mm-hmm. Je suis gagnant dans l'histoire. Mm-hmm. Et en fait, le tout, c'est vraiment d'être dans cette capacité d'avoir, et c'est pour ça on va voir ça dans un instant, on va vraiment voir selon nous, les 4 étapes, plus une étape bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, pour réussir à augmenter drastiquement son taux d'épargne et passer peut-être de 0 à minimum 40% d'épargne. Mais du coup, ça prouve bien qu'encore une fois, c'est facile de taper sur la société. Vous savez que je suis le premier à taper sur la société, mais qu'à un moment, c'est entre vos mains aussi, tu vois. Mm-hmm. Cette gratification dont tu parles, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui sont capables de se dire « moi, j'attends parce que je sais que ça peut m'être bénéfique », et sûrement parce qu'ils ont des objectifs, et d'autres qui sont incapables et qui vivent dans l'instantanéité permanente, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et je pense que c'est aussi important de s'entourer de ces gens-là, tu vois, même au sein de ton couple. Moi, je sais qu'il y a des gens qui de base sont comme ça, qui font attention à leurs dépenses, etc. Puis un jour, coup de foudre, ils sont mis avec une femme, ou inversement, même que c'est mis avec une femme. Enfin, tu m'as compris. Et en fait, ils sont mis avec une personne qui est complètement opposée. Sauf que cette symbiose de couple fait que tu vas vouloir dépenser plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent parce qu'en couple, ils font par exemple tout le temps des restaurants. Parce que pour eux, la vie de couple s'entretient par ça, tu vois. Et il y a un moment où moi, j'étais dans ce cas-là, on faisait beaucoup de restos parce que je pensais que c'était un plaisir pour nous. Et en fait, je me suis dit, putain, je peux déjà épargner énormément plus en limitant ça, tu vois. Là où à l'époque, je pensais que j'avais pas assez d'argent, tu vois. Mais c'est un commun accord, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut plus sortir ta compagne, il y a d'autres façons de faire, tu vois. Je sais pas que vous devez rester à la maison et voilà. Mais c'est important. Après, il y a des dépenses aussi qui coûtent moins cher. Et tu vois, et c'est toujours par rapport à ses revenus. Il faut vraiment avoir ça en ligne de mire. Pour certaines personnes, ça sera... tu donnes l'exemple d'aller au resto, pour un certain nombre peut-être de gens de la classe sociale, entre guillemets, que tu fréquentes. Mais sinon, tu as des gens, on va prendre une classe sociale inférieure, pour qui c'est d'aller au McDo tous les vendredis. Oui, bien sûr. Tu vois, et en fait, il y a toujours ce truc de, quel que soit ton niveau, si tu veux aller au max de tes capacités à chaque fois pour te dire « je vis », en fait, t'es toujours niqué. En fait, je trouve qu'on... Tu vois, pour certaines personnes, ça sera le fait de partir en vacances tout le temps. Pour d'autres, ça sera, je sais pas moi, le fait de faire des croisières tous les mois.
mais si on fait pas de croisière tous les mois, il y a plus d'amour dans notre relation. Tu vois, et c'est chacun. Poser des questions sur la relation si elle tient à ça. Mais... ouais, mais c'est chacun finalement sûr, à son niveau, et il faut sûr. être capable de savoir se maîtriser par Mais rapport à c'est ça. parce que l'humain a un besoin fondamental de se récompenser. Mhm. On a besoin d'une récompense. J'ai passé une lourde semaine. Moi, ça m'est déjà arrivé, enfin, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, même récemment, de me dire, ah tiens, je passe une grosse semaine, je vais travailler, bah ce week-end, j'irai bien boire un verre pour me détendre. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de te détendre que ça? Parce que c'est la facilité, en fait, tu vois. Des moyens qui, des fois, ne coûtent pas d'argent, tu vois. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été te promener dans la nature tout seul pendant 2 heures, que tu n'as pas été pris ta voiture pour rouler un peu plus loin, visiter un autre paysage, enfin, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de, plutôt que d'aller au resto, organiser un petit pique-nique avec ta compagne. Bon, en Belgique, c'est compliqué, il pleut tout le temps, mais tu peux faire des pique-niques un peu où tu veux, quoi. Mhm. Donc voilà. Moi, je pense que si on doit vraiment voir les 4 étapes Ouais. pour réussir à épargner minimum 40% de son épargne, je pense que l'étape numéro 1, c'est de faire un budget. Ouais, je suis d'accord avec Est-ce toi. que tu as déjà fait un budget en J'ai fait? déjà fait un budget. Et tu sais que c'est con, hein, mais j'ai du mal. C'est bête à dire, hein. Mais je me suis mis devant mes dépenses, donc j'ai pris mon compte en banque. Tu vois, donc toutes les dépenses du mois dernier. Ok, ça j'ai dépensé, ça j'ai dépensé. Et en fait, je me suis rendu compte que, putain, normalement il me reste plus d'argent que ce que je pense. À la fin de mes dépenses cruciales. Parce que c'est ça le but. Des dépenses cruciales, donc loyer, électricité, gaz, eau, toutes ces choses-là, ça t'a payé, t'as besoin. Tu peux diminuer aussi. Hein. Alimentaire, oui, c'est la deuxième méthode. On le verra après. L'alimentaire, ça aussi c'est important. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui au niveau alimentaire, j'achetais mes courses au jour le jour. Et à un moment, j'ai décidé de me dire, bon, je fais des courses à la semaine, parce qu'au mois c'est quand même compliqué, si tu veux des produits frais, etc. Mais au moins une semaine ou deux, bah, je dépense moins d'argent, tu vois. Mhm. Ok, je mange assez souvent les mêmes choses, même si c'est varié, tu vois, parce qu'on ne demande pas de changer de plat tous les jours pendant 14 jours. Mais rien que ça m'a permis de me dire, en fait, je peux dépenser moins dans la nourriture. Et je me suis rendu compte qu'après mes dépenses prioritaires, putain, en fait, il me reste quand même pas mal d'argent, tu vois. Où il va cet argent, tu vois? Un truc tout bête, moi, j'avais la mauvaise habitude de me dire, j'aime bien le midi aller manger un sandwich ou manger à l'extérieur, tu vois. Pas forcément un resto, mais manger à l'extérieur. Bah, j'ai réduit ça, je m'organise plus, je me fais à manger à la maison, que je prends un tupperware, etc. Cette organisation m'a permis d'économiser de l'argent. Et honnêtement, ce simple sandwich qui coûte 5 € aujourd'hui, parce que c'est cher maintenant les sandwichs comparé à avant, ces simples 5 € que tu économises tous les jours, à la fin du mois, bah, c'est une épargne en plus. Et c'est peut-être 50 € que tu peux mettre en bourse. 100, 5 x 20. Ou 100, ouais, c'est énorme. Donc, du coup, faire. Première chose, faire un budget, ça c'est vraiment chiant. Et je pense qu'il faut le faire qu'une fois. Et tu penses que Moi, je fais pas de budget, tu vois. tu voterais pour une façon de faire en particulier, une feuille, sur un logiciel, sur un... Soit tu as des applications, donc certaines banques en ligne, où tu vas vraiment voir en fait toutes tes dépenses, elles vont être catégorisées dans certaines catégories, Ok. tu vois. Ou alors, tout simplement, tu prends un tableur Excel et tu notes, ok, loyer, autant. Assurance. Facture, autant. Assurance, autant. Et tu vois chaque poste de dépenses et tu les analyses, tu vois. Comme on fait avec une société, en fait, tu vois, en principe. Et tu regardes chacun de ces postes. Et là, sur base de ça, ça te permet déjà de mettre tes 2 yeux en face des trous Mhm. et d'avoir T'as une d'ensemble sur vision tes dépenses, claire. déjà. Où va mon argent, en fait? Ouais, je suis d'accord. Où va mon argent? Et donc, par rapport à ça, il faut se donner des ratios également, tu vois. Donc, tu as ton budget, première étape. Deuxième étape, tu te donnes des ratios et tu renégocies tes contrats. Ouais, des contrats auto, des contrats assurance, est-ce qu'il n'y a pas moins cher, est-ce qu'il y a pas... Mais tu regardes, par exemple, ok, mon budget voiture, combien il représente aujourd'hui de mon budget? Mon budget loyer, combien il représente? Je donne un exemple. Si ton budget loyer, il représente 30% de tes revenus, c'est beaucoup. Mhm. Ça veut dire, si demain, aujourd'hui, tu gagnes, on va dire, 2000 €, ton loyer, c'est 700 €, c'est beaucoup. Peut-être qu'il faut diminuer ce loyer ou augmenter les revenus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de respecter ton ratio, parce que sinon, ça veut dire, si tu gagnes 2000 €, ton budget loyer, c'est 700 €, ça veut dire un tiers de ton argent, il va dans ton loyer. C'est-à-dire, il ne te reste plus que 66% avec lesquels tu peux jouer. Tu vois? Donc, budget voiture. Tu as des gens pour qui le budget voiture, c'est 20%. Ça veut dire, je gagne 2000 €, ma voiture, c'est 400 € par mois. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. Mm. Donc peut-être il faut accepter de redescendre de voiture. Redescendre en termes de catégorie. Ça veut dire, quand tu auras les moyens, tu prendras une voiture neuve, tu prendras une voiture... Quand tu auras les moyens. Exactement. Et le problème, c'est que les gens, ils veulent montrer qu'ils ont des pseudo-moyens, pas Non, tous, hein. Mais c'est idiot. Si tu peux pas la payer cash, il faut pas l'acheter. Mhm.
Si tu peux pas la payer cash, il faut pas faire de crédit. Tu vois. Il faut vraiment réussir à réduire ces ratios. Tu as des choses, si tu as une société, tu peux éventuellement prendre le véhicule dans ta société parce que c'est un véhicule de fonction, etc. Mais par contre, si c'est toi en tant que particulier, à mon sens, si tu veux épargner, si ton objectif c'est d'épargner minimum 40% de tes revenus, il faut acheter une voiture à 1 500 €. Moi, par exemple, ma première voiture, j'ai toujours dit, je veux pas de crédit, je veux l'acheter cash. Donc j'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté cash. Et... Ma première voiture, elle m'a coûté 1 200 €. Ouais, c'était à peu près ça. Tu vois, elle m'a coûté 1 200 €, je l'ai gardée. Et j'ai tiré au max dessus. Jusqu'au bout, ouais, bien sûr, oui. bien sûr. Mais si tu commences dans la vie, ta première voiture, elle coûte 15 000 € et tu gagnes 2 000, 3 000 € par an, comment tu fais? Ça veut dire ta voiture te coûte plus que ton salaire. Ouais. Ça veut dire la moitié de l'année, tu travailles pour ta voiture. Ouais, dit comme ça, c'est croyable. Mais c'est des systèmes de pensée que les gens n'ont pas. Tu dépenses rien d'autre. Dépenses rien d'autre. Ça veut dire pendant 6 mois, tu t'es un ermite. Tu vois, tu vas travailler, tu n'as pas de logement, tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien. Tu vois. Pendant 6 mois, tu travailles pour payer tous les voiture. jours. Et là, tu as payé ta voiture. Pour être comme ça. Voilà. Et après seulement, ta voiture, elle est payée. Et tu peux commencer à travailler pour payer ton essence, pour payer... Et tu vois, parfois, peut-être, il ne faut pas de voiture. Parfois, il faut déménager. Ça, c'est difficile, tu vois. Mais parfois, il faut peut-être déménager et se dire, OK, je vais vivre dans un endroit où je n'aurai pas besoin de véhicule. Moi, quand j'ai commencé à travailler là où je travaille actuellement, ça arrivait dans la période où l'essence était montée énormément. Hors de question que mon salaire y passe dans l'essence, j'ai déménagé. Et j'habite aujourd'hui là où je travaille. Et si demain je travaille à Bruxelles, je déménage à Bruxelles. Enfin, il y a des choix à faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Et donc, ça fait vraiment partie. Donc, se fixer des ratios et alors renégocier les contrats. Et j'entends, quand je dis renégocier les contrats, en fait, c'est renégocier le loyer, enfin, avoir un loyer moins cher éventuellement. Ces assurances. Là, les assurances, c'est un truc, c'est facile. Renégocier ses assurances. Mais le problème... Changer de courtier en assurance. Le problème de tout ça, c'est que c'est générationnel un peu. C'est-à-dire que souvent, on prend l'assurance qu'on perd avec, le grand-père avec, et ainsi de suite. On reste dans la même compagnie d'assurance pendant des années en se disant que... Et c'est rare qu'on se dise, tiens, je vais aller voir ailleurs, parce que peut-être c'est plus intéressant, peut-être que ça me coûtera moins cher. Il faut voir, pour avoir un bon rapport qualité-prix, il ne faut pas prendre nécessairement le moins cher, mais il faut avoir... comment dire? Il faut revoir ses contrats. Je donne un exemple, les contrats d'électricité. Tellement de gens qui ne revoient jamais leur contrat d'électricité. C'est peut-être ton cas, hein. Tu es peut-être toujours chez le même fournisseur d'électricité depuis toujours. Depuis 2 ans, là. Depuis que tu es en Belgique. Ouais. Mais sauf que les contrats, ils bougent. Ils m'ont bien niqué, d'ailleurs. Tu vois, les contrats, ils bougent. Faut aller voir un autre fournisseur. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont vraiment jouer énormément parce que, tu vois, à la fin de l'année, tu as juste revu tes contrats d'assurance. Peut-être qu'à la fin de l'année, tu as épargné 1 500 €. Tu vois, sur quelqu'un qui gagne... On va dire quelqu'un qui gagne 24 000 €, quelqu'un qui gagne 2 000 €, parce que c'est un peu le salaire en Belgique. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, 24 000 €, 1 500 €, ben, ça fait combien? Ça fait déjà 5% d'épargne en plus. T'as rien changé. T'as juste passé 3 coups de fil et t'as renégocié tes contrats. Donc on est peut-être passé de 0 à 5%, juste sur les assurances, sur les contrats, etc. Tu vois. Donc, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place? Pas la négociation des contrats, je pense que c'est la chose là. Tu parles des 2 points ou du deuxième seulement? Les deux? Les deux. Les deux, je pense que c'est des choses, c'est facile à mettre en place. Il faut juste un moment accepter de se mettre devant une feuille, devant son PC et dire je vais le faire. Et c'est vrai que tant que tu l'as pas fait, tu te rends pas compte de l'importance que ça a. J'ai dit, moi je l'ai fait une fois, c'était même tellement nouveau que j'ai trouvé ça compliqué, tu vois, à mon échelle. Et c'est vrai qu'après que du recul, j'ai dit putain, pourquoi j'ai pas fait plus tôt? Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur tes finances que tu n'as jamais. Parce que, pareil, je sais qu'il y a une période, le conseil qui était donné, c'était de dispatcher tes finances par enveloppe. Tu as dû entendre ça. Une enveloppe pour l'essence, une enveloppe pour le truc, une enveloppe pour le truc. Ok, voilà. Mais en fait, faire un compte, c'est un peu la même chose parce que tu as une vue d'ensemble sur tes dépenses. On est toujours en train de payer en carte. Tu n'as pas de vue, tu vois, sur tes dépenses. Tu vois pas. Puis après, tu vas sur ton compte, boum, ah ouais, j'ai perdu tout ça. Tandis que si tu sais combien tu dépenses en fonction de chaque activité, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'enfantin à mettre en place. Et pareil pour... les assurances, comme tu as dit, c'est des coups de fil à passer. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ça ne demande pas du temps, tu vois. Juste un peu de volonté de vouloir changer les choses. Troisième conseil, quand tu as déterminé tes allocations, il faut que tu puisses les respecter. Et donc là, une chose très simple, et alors je parle aussi, tu vois, de renégocier les contrats. Je vais donner un exemple débile. Moi, pendant des années,
Maintenant, je suis dans des bonnes banques où je paye des frais, machin, j'ai un conseiller et tout. Mais avant, j'avais pas besoin des banques parce que je gagnais pas assez d'argent pour pouvoir prétendre à un crédit ou autre et je faisais pas de crédit à la consommation. Mais j'étais dans des banques en ligne où j'avais 0 frais. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est pas très bon pour les banques dans lesquelles je suis, avec qui on travaille bien de dire ça, mais tu vois, tu as des banques, quand tu débutes, que tu gagnes, va dans ces banques-là où tu as 0 frais. Parce que à la fin de l'année, tes frais bancaires mis bout à bout, ça représente peut-être 60, 80 euros. Mais si tu débutes, tu dis, moi, je sais épargner 0, voilà, tu as déjà épargné 80 euros. Tu n'as rien changé. Tu as juste peut-être pris une journée de ta vie à aller renégocier tes contrats, à changer de banque, à changer d'assurance, à peut-être te dire, bon, ta voiture, tu vas la baquer, tu vas prendre autre chose. Tu vois, c'est vraiment toutes des petites choses simples qui peuvent être mises en place pour augmenter son pourcentage d'épargne. Moi, par exemple, le fait d'avoir fait ces calculs-là, il y a un moment, je me suis dit, je crois que je vais arrêter de payer la télé et Internet. Donc, je vais passer pour un fou, parce que les gens, ils doivent croire que je vis dans le noir, tu vois. Mais je suis jamais sur je l'allume jamais, je n'ai pas le temps, je suis pas sur ma télé, tu vois. Quand je me pose, c'est pour lire ou je suis un peu sur mon téléphone comme tout le monde. Je regarde pas la télé. Le Wi-Fi me sert à rien parce que je joue pas en ligne ou je fais pas ces choses-là. Et au final, aujourd'hui, on a tous des abonnements téléphoniques qui permettent d'avoir la 4G illimitée partout dans le monde. Qu'est-ce que je vais payer 60 balles de télé et d'Internet, tu vois. Mais si je dis ça aux gens, je passe pour un ermite. J'en ai rien à foutre de passer pour un ermite parce que j'ai pris l'habitude de l'être, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je travaille, je vais au sport, je suis dans la nature, donc je suis loin d'être un ermite. Mais ça m'a permis de prendre ce genre de décision, tu vois. Et des petites dépenses comme ça, toutes bêtes, que tu peux économiser. C'est quand même 60 euros, tu vois. 60 plus 60, si à la fin tu gagnes 150 euros, bah c'est 150 euros que tu peux mettre en bourse ou ailleurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un audit. Ouais, exactement, c'est la chose qui est la plus importante. Troisième chose, une fois que tu as fait ton audit, avoir des enveloppes et les respecter. Et donc, pour ça, il faut se payer en premier. Ouais, c'est une règle de base. Se payer en premier. Tu as déterminé tes enveloppes, très simple. Tu dis, OK, je gagne 2000, j'ai retiré des dépenses un peu partout, etc. Je peux me payer à moi plus. Donc ça veut dire, peut-être, en fait, je suis capable, j'avais 2000, je vivais avec 2000, je suis capable, si je revois juste certaines choses à gauche, à droite, tout en conservant des plaisirs, peut-être de vivre avec 1002. Donc, j'ai 800, théoriquement sur le papier, que je suis capable de mettre de côté. À l'époque où tu pensais pouvoir mettre que 300 euros de côté. Mais il faut les mettre de côté. Et donc, tu reçois ton salaire, boum, sur un compte. Et je dirais d'être sur un compte qui n'est pas dans la même banque. Je suis d'accord avec toi. Parce que... tu sais pas y accéder. Pour l'avoir fait, boum, début du mois, tu te mets 800 balles de côté. Puis là, fin du mois, il y a des dépenses, t'as plus d'argent sur ton compte, bah je prends 10 euros. Puis tu prends 20, puis tu prends 40. Et tu prends un petit peu, tu vois. Mais au final, les 800 euros que tu as mis de côté, tu les as pas respectés. Tandis que si c'est sur un autre compte, tu peux pas y toucher. Tu mets ça sur un compte sur lequel éventuellement, tu n'as même pas l'application sur ton smartphone. Ouais, pour pas pouvoir faire transaction en ligne. Et tu n'as pas de carte. Juste un compte épargne. Ouais. Et tu essayes de prendre le compte qui a le meilleur rendement. Alors, les rendements en banque, ils sont pas bons. Non. C'est pas comme ça que tu... Mais c'est pas comme ça qu'on devient riche. Mais au début, de toute façon, avant de vouloir investir, comme dirait mon banquier, si on veut investir, il faut mettre de l'argent. Et donc, si tu dis je veux investir en bourse, et à un moment donné, tu peux mettre que 50 euros. Ok, tu peux mettre 50 euros tous les mois si tu veux. Mais là, on parle de se créer une épargne. On parle même pas de l'investir et comment on va faire fructifier. On se dit on va juste créer une épargne. Et tu prends cet argent, tu mets sur un compte, éventuellement le compte avec le plus de rendement, peut-être 2%, 3%, c'est pas grave. Parce qu'il faut d'abord se créer un compte de sécurité, finalement, tu vois. Et ce compte-là, il n'existe plus. Tu mets cet argent de côté. Et tu as déterminé tes enveloppes. Et alors là, je conseille d'avoir plusieurs comptes. Ton compte, tu as ton épargne. Ton compte où ton salaire arrive. Tu peux avoir un compte pour tes dépenses de courses. Pour jamais dépasser son budget course. 2 solutions. Moi, c'est ce que je faisais. Soit je retirais l'argent en cash au début du mois. Je dis, OK, madame, tu as autant d'argent pour faire les courses. C'est notre argent. Il ne faut pas dépenser plus. C'est la femme qui fait les courses. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. On mange des cailloux. Ou alors, tu mets, c'est ce que je fais maintenant, tu mets sur un autre compte. Et ce compte-là, il est dédié, nous on fait les courses en ligne notamment, tu vois, il est dédié sur, OK, on a fait nos achats de courses en ligne, il n'y a plus d'argent sur ce compte, il n'y a plus d'argent. On mange plus. C'est un peu le principe des chèques repas, par exemple. Oui. Au final, c'est ton compte épargne alimentation. Exactement. Et à côté de ça, tu as déterminé, OK, précisément, j'ai un compte sur lequel je vais mettre toutes mes factures. Tu as déterminé parce que tu as calculé tout de façon annuelle. OK, mes différentes factures, au-delà de ton loyer il peut partir de ton compte normal, tu connais ton loyer en principe, mais tes autres factures, ça part d'un autre compte. Et tous les mois, l'argent
part comme ça. Mais au moins, ça a été déterminé précisément en amont comment on va faire. Et alors, la 4e étape, parce que c'est une étape qui est importante, c'est investir sur soi. Ouais. Parce que tu peux pas dire je gagne 2000, j'épargne 40%, je vis avec 1200 à vie. C'est compliqué. Donc, la 4e étape, en réalité, pour épargner plus, c'est d'investir sur soi. C'est-à-dire que cette épargne, ces 800 €, là, par exemple, qu'on a mis de côté, on peut prendre cet argent pour investir. Investir en formation. Sur soi. Sur soi. Sur le développement de ses compétences et sur son apprentissage. Peut-être de générer plus d'argent parce que grâce à ces compétences, tu auras créé un business ou autre et ainsi de suite. Ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai mis longtemps avant d'investir dans des formations ou même des bêtes livres. Tu vois, je comprenais pas comment on pouvait mettre 40 € dans un livre avant. C'est fou. Alors qu'aujourd'hui, je comprends parce que tu apprends des choses qui te permettent à la fin peut-être de gagner le triple que ce que tu as investi dans le livre. Tu vois. Et encore une fois, au-delà du gain de connaissances, t'es pas là à rien faire chez toi. Donc t'as pas envie d'aller consommer. T'es en train d'apprendre, t'es dans ton livre. Moi, c'est la période où j'ai fait le plus d'économies dans ma vie. C'est la période où j'ai commencé à lire beaucoup. Tu vois. Travail, tu rentres, tu lis. Si t'as des chiens, tu prends un petit chien, tu vas au sport. Il est déjà 20h. 21h30 dodo, et demain on est reparti et t'as pas le temps de dépenser ton argent, tu vois. Et je pense que c'est une chose importante, effectivement, l'investissement en soi. Mais les gens ont du mal à voir ça comme un investissement. Parce que pour eux, un investissement, ça va être rentable tout de suite. Attention. Oui. Mais il n'y a pas d'investissement qui est rentable tout de suite, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, et là je veux juste mettre un disclaimer, cet argent qu'on met de côté, qu'on épargne, c'est pas une dépense différée. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu as quelqu'un, il va épargner 800 € tous les mois. Okay. Je donne des chiffres qui, normalement, parlent à tout le monde. Je mets x 10. À la fin, j'ai 8 000 €. Si ces 8 000 €, je les achète, je les utilise pour acheter une voiture, mon épargne, c'est 0. Non, mais je tiens à préciser. Ça s'appelle une dépense différée. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as mis de côté pour dépenser plus tard. Voilà. Ça, c'est pas de l'épargne. Là, on parle de vraiment, je veux épargner. L'argent, tu touches pas. Ou tu l'utilises juste pour investir. Et au début, tu vas l'investir sur toi, sur tes connaissances, sur ton développement, sur ton apprentissage, sur peut-être la création d'un réseau, pour derrière, en fait, te permettre d'augmenter tes revenus. Parce que ce qu'il faut, c'est augmenter tes revenus. Et c'est pas parce qu'on est salarié qu'on n'a pas de possibilité d'augmenter ses revenus. Les gens pensent, soit t'es salarié et t'as juste les revenus qu'on te donne, soit t'es entrepreneur et t'as les revenus de ton business. Mais en fait, non. Tu peux très bien être salarié et avoir des business sur le côté. Tu peux être entrepreneur et avoir des business sur le côté. Moi, mon seul argent, je ne le tire pas de mon activité principale. Tu vois. À côté, je fais en sorte de mettre en place des activités qui vont également me générer de l'argent. Et donc, vraiment, il y a ce truc de je vais économiser, je vais atteindre un certain pourcentage. Pour moi, 40%, c'est un pourcentage qui est honnête, tu vois. Pour commencer vraiment à te dire, j'épargne et ça commence un petit peu à peser, tu vois. Et après, d'essayer en fait de maintenir ce pourcentage en ayant l'augmentation de tes revenus. Ouais, parce que c'est ce que les gens peut-être auront du mal à comprendre, mais tu as ton salaire, donc tu peux épargner un certain pourcentage de ton salaire. Le pourcentage de ton salaire à épargner, au bout d'un mois, il va être limité. Parce que tu as des dépenses, tu vois. Par contre, si, comme tu le dis, derrière, tu te crées une autre activité qui te rapporte de l'argent que tu épargnes aussi, en fait, tu augmentes les deux, tu augmentes et ton épargne, et au final, l'argent que tu gagnes. Donc, les deux augmentent progressivement, petit à petit. D'où l'intérêt d'investir sur la connaissance pour essayer de développer une activité autre. Et s'il vous plaît, une activité qui n'est pas concurrente avec votre activité principale aussi. Tant qu'à faire, c'est mieux. Mais si tu veux, simplement, c'est si tu veux que ce soit périn. Parce que sinon, tu vas être mis dehors de ton activité principale. C'est évident. Et donc... tu peux le faire, mais alors ça veut dire que dès le départ, tu te condamnes ta source de revenus principale. Parce que tu sais que tu mets en place une activité, tu vois, qui est, oui, concurrente à l'activité dans laquelle tu es. Donc, si tu es comptable et que tu essayes de faire de la comptabilité sur le côté par rapport à l'entreprise dans laquelle tu travailles, à terme, ça va poser un problème. Ouais. Et donc, tu vas toujours, et tu vas de nouveau te retrouver avec une seule source de revenus. Ouais, bien sûr. Parce que tu vas perdre ton travail. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois. Alors que si tu es comptable et à côté, tu ouvres un bistrot, mais tu crées une deuxième activité. Tu vois. Et puis à côté d'un bistrot, tu ouvres, je ne sais pas moi, une boutique en ligne. Une boutique en ligne. Et là, en fait, tu crées différentes sources de revenus et tu maintiens un taux d'épargne qui est élevé pour te dire je suis en sécurité et j'arrive à augmenter mes revenus.
Et si je peux me permettre, concernant l'épargne, moi, une chose que j'ai fait à l'époque qui peut-être va paraître bête, mais qui m'a aidé, c'est que j'ai appelé tous les organismes qui doivent me débiter, donc l'eau, le gaz, etc., pour essayer de débiter tout le plus rapidement possible, début du mois. Comme ça, moi, dès le début du mois, toutes mes dépenses prioritaires, elles sont débitées, tu vois. Et j'ai une vue d'ensemble un peu plus, tu vois. Parce qu'il y a une période, par exemple, je sais que le gaz, on me le décomptait toujours le 27 du mois. Bah, des fois, tu oublies. Donc tu penses, il me reste autant, puis là, boum, la facture de gaz, elle tombe, mais en fait, tu peux pas mettre autant de côté que tu voulais, tu vois. Donc moi, j'ai appelé tout le monde, j'ai essayé de négocier tous mes contrats pour que tout soit prélevé entre le 1 et le 6, on va dire, loyer compris. Donc au début, ça fait mal, parce que tu te rends compte vraiment de la somme qui est prélevée en un coup de tout ce que tu dois payer. Donc, mais au moins, c'était tes paiements prioritaires. Et après, du coup, j'arrivais un peu mieux à vivre avec le reste. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment, selon moi, les 4 étapes. Donc si on résume, un plan des dépenses. Ok, je marque sur une feuille ou sur un logiciel toutes les dépenses que j'ai à faire dans le mois. En 2, c'est te mettre des taux. Donc c'est bien ça, si tu pouvais redécrire un petit peu les taux. Donc déterminer des pourcentages Assurance auto, tolérables, autant... tolérables par, okay. domaine, par domaine de dépenses. 3, ensuite. Et alors de venir faire un audit de ta situation. 3, renégocier les contrats. Ouais, aussi par rapport à cet audit que tu as fait précédemment. Renégocier tes contrats. Ensuite, déterminer des enveloppes. Ouais, 4 enveloppes. Et derrière, de venir investir sur toi-même. Et je pense que le bonus qu'on peut donner, c'est de déterminer précisément en avance un plan financier personnel. Dire aujourd'hui, moi je fais ça plusieurs fois par mois, aujourd'hui voilà l'étendue de ma situation, j'ai de l'argent dans telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie, tel endroit, tel machin, et je détermine pour telle échéance, mais en respectant mes taux d'épargne, je dois arriver à avoir tel montant, et tel montant, je vais en faire ça, qui va me permettre du coup, je vais l'investir de telle façon, qui va me permettre derrière de pouvoir générer des revenus de telle manière et calculer de cette façon-là. Tu vois. Au final, c'est un peu quand tu fais la rebalance de ton portefeuille, en fait. C'est ça. Indirectement. C'est ça. Mais tu fais vraiment une analyse globale de ta situation et de voir où tu en es. Est-ce que tout ton argent il est dans l'immobilier ? Est-ce que tout ton argent il est dans la bourse ? Est-ce que tout est dans un business en ligne ? Est-ce que tu respectes bien tes pourcentages ? Parce qu'en fait, tes pourcentages, c'est simple de les respecter. Hein. Tu te payes en premier au début du mois, puis tu vis avec l'argent qui te reste, tu vois. Au final, tu parles de diversification, au final. C'est ça. Mais on est d'accord que pour faire ça, il faut déjà avoir un revenu actif. Ah, mais tu peux pas épargner si tu gagnes pas d'argent. À un moment donné, il y a pas, tu vois, si t'es sur ton canapé, si vous êtes sur votre canapé, que vous vous levez en semaine à 10h et que vous voulez épargner 40% de vos revenus, commencez par travailler. Hein. T'as pas vu, il y a une vidéo très intéressante qui est sortie là-dessus, une télé-réalité, je sais plus ce que c'est, pas une télé-réalité, mais Karine Le Marchand, je sais pas si je connais, c'est quelqu'un en France qui fait des interviews, enfin bref, quelqu'un qui est très connu à la télé. Et c'était un couple, et c'est pas pour catégoriser, mais c'était une personne en surpoids et qui fait vraiment rien de ses journées, tu vois. Mais c'est vraiment le cas typique, c'est-à-dire que la dame, elle a je crois 40 ans, elle a jamais travaillé de sa vie. Et elle était presque offusquée quand Karine Le Marchand lui a dit, il y a un moment, il faut peut-être bouger ton cul, tu vois. Et elle comprenait pas la situation. C'est invraisemblable. Tu vois, c'est invraisemblable. Et ces gens-là gagnent là. On les paye. C'est moi qui les paye, ces gens-là. C'est mes impôts qui payent ces gens-là. Tu vois, je trouve ça fou aujourd'hui. Donc si vous voulez pas devenir comme ça, il faut maintenant qu'il faut prendre les choses en main. Et je pense qu'on peut peut-être donner 3 idées de business et de sources de revenus alternatives qu'on peut créer. Autres que les 2 qu'on a cités dans la précédente vidéo, je suppose. Différentes. Ouais. Ok. En ligne. Ouais, moi je dirais déjà de créer... Internet, de créer éventuellement un e-commerce. Parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir faire du business grâce à Internet. De pouvoir créer un e-commerce. Je pense que ça, c'est une source de revenus alternative qui peut être mise au point. Sachant que c'est très large. À faire en parallèle de son travail. En fait. Sauf que les gens pensent, je dois quitter mon travail et puis commencer ça. Non, tu fais ça en parallèle de ton travail. Je pense une deuxième chose qui peut... être mise en place, c'est comme tu le disais, si vous avez une compétence dans un domaine, une connaissance dans un domaine, c'est de monétiser cette connaissance. Faire une formation en ligne, des choses comme ça, créer un e-book, ces choses-là. Exactement. Ouais. Et je pense que troisième chose qu'on pourrait donner, c'est par exemple de faire de l'affiliation. C'est-à-dire si vous avez une audience, vous avez des gens qui vous suivent sur les réseaux, etc. Mais c'est de mettre en avant des produits que vous utilisez. Par exemple, admettons ce micro-là, on le met
en lien sous la vidéo et les gens qui veulent acheter ce micro, vous allez toucher une commission liée au fait que certaines personnes vont à travers vos vidéos, à travers les vidéos acheter ce micro-là. Je crois que c'est sur ça qu'un jouent les influenceurs, beaucoup, c'est de l'affiliation qu'ils font. Ça, il faut demander à Booba. Parce qu'après, il y a du dropshipping. Est-ce que tu sais la différence entre les deux? Est-ce que tu penses entre affiliation et dropshipping, par exemple? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Okay, le dropshipping, simplement, tu vas vendre des produits qui sont à un endroit, à un sous-traitant en fait. Voilà, tu vas être sous-traitant d'une certaine façon. Tu vas être intermédiaire, c'est-à-dire il y a des produits qui sont à un endroit, il y a des gens qui veulent acheter les produits à cet endroit-là, et toi tu vas faire en sorte de mettre en avant ces produits, et puis ils vont transiter directement chez l'acheteur. Tu n'as aucune gestion de stock à faire. Alors que là ici, c'est simplement, tu vas mettre des liens affiliés, c'est-à-dire tu vas dire, tiens, si vous voulez retrouver le micro qu'on a utilisé ici, cliquez sur le lien sous la vidéo, tu as un lien particulier. Quand la personne va acheter ce produit, par exemple, sur Amazon, eh bien, toi, tu vas recevoir une commission qui sera payée automatiquement par la personne qui vend ce produit-là. Tu vois ? Mais toi, tu vends rien. Tu t'es même pas intermédiaire, c'est juste tu mets en avant, tu mets en avant quelque chose et tu touches une commission par rapport à ça, tu vois. 4e. Non, et je donnerai pas de 4e, j'ai dit 3. Poster des photos dénudées sur Mime ou OnlyFans. Oui, c'est vrai. Ça rapporte beaucoup d'argent, les gars. Ouais. Ok. On va conclure. Dites-nous dans les commentaires combien de pourcents de votre épargne, de votre salaire, vous arrivez à épargner. Sincèrement, et à combien vous aimeriez, vous pensez pouvoir arriver après avoir mis en place ce que nous on a mis en avant dans cette vidéo. Exactement, c'est vraiment super intéressant. On va conclure cet épisode. Si vous voulez savoir comment, justement réussir à préparer votre retraite, à être responsable de votre vie et arrêter de vouloir vous mettre dans une position de victime face au système et dire que le système est là pour nous asservir, etc., mais que vous avez compris que vous devez vous prendre votre vie en main, regardez notre précédente vidéo dans laquelle on parle de comment on peut utiliser 3 leviers, 3 manières de faire pour justement préparer sa retraite, éventuellement de façon anticipée, en étant responsable dès à présent. Cliquez sur le lien sous qui apparaîtra ici quelque part et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. À la prochaine.